The next talk is the critical making movement by Regina M. Schipos and Saad Shinoy. Donc c'est présenté par Regina Schipos. Sous vos applaudissements. Comment l'utilisation de la pensée critique dans la pratique technologique peut faire la différence? Bonjour à tous. Moi c'est Regina et là-bas c'est Saad. Donc malheureusement on est juste les deux aujourd'hui. Du coup on aura plus de temps pour les questions. Donc si vous voulez déjà réfléchir à des questions, on se fera un plaisir de faire un tour de questions-réponses avec vous. Je m'appelle Regina Schipos et je fais ma dissertation de thèse sur l'innovation sociale dans la pratique technique critique à l'Université technique de Berlin. Donc dans cette session aujourd'hui, on aimerait vous donner un aperçu sur qu'est-ce que le critical making, ou plutôt ce qu'il pourrait être. C'est une notion relativement récente, donc il y a encore pas mal d'espace pour différentes versions de cette idée. Et on aimerait aussi vous présenter comment tout autour du monde, des communautés citoyennes, des académiciens, des citoyens et des scientifiques s'engagent dans ces activités. Donc au niveau universitaire, l'apprentissage de la pensée critique nous permet de réfléchir avec, par rapport à l'interface entre la pensée technique, la pensée critique et la technologie. Et au niveau citoyen, on aimerait montrer que ça peut permettre d'amener du changement essentiel et améliorer la vie des communautés. Donc le do-it-yourself et le mouvement maker, c'est un moyen formidable de permettre aux gens de comprendre mieux cette boîte noire qui est la technologie pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça permet de mieux connecter la société à la technologie. Mais ça reste une notion assez récente d'utiliser la pensée critique dans la culture do-it-yourself. Donc, je cite, regardez au-delà de l'image du mouvement maker, rajouter de la pensée technique pour repolitiser la chose, entre autres. Donc, les mouvements maker de manière générale, si on fait une définition des makerspaces comme des tiers endroits où les gens peuvent faire des choses, c'est des endroits qui ont existé depuis très longtemps. Le magazine des bibliothèques américaines commence son histoire en 1873 à New York avec la société sociale des demoiselles de Gowanda, où des gens socialisaient, faisaient de la couture et parlaient de livres. Donc c'était il y a 200 ans et aujourd'hui on parle de ce phénomène qu'est le mouvement maker. Donc comment est-ce qu'il a commencé? Deux éléments principaux sur lesquels j'aimerais pointer le doigt. Je sais que vous le savez, probablement. Donc les makerspaces, c'est originaire du Centre pour Bits and Atoms du MIT. Et le magazine Make, qui a vraiment accéléré la croissance rapide du mouvement en 2005, avec aussi les Maker Fairs. Donc les espaces d'innovation, de makers, des hackers, quoi que ce soit, quelle que soit la manière dont vous les appelez, c'est en croissance rapide. Entre 2006 et entre 2016, donc en seulement 10 ans, le nombre d'espaces dans le monde a été multiplié par 14. Beaucoup de ces espaces ont besoin de leurs membres et veulent créer des communautés pour eux. Et ils veulent utiliser ces communautés afin de créer des artefacts qui améliorent la vie des gens de ces communautés. Néanmoins, les makerspaces ne sont pas nécessairement identifiés comme des espaces d'innovation sociale, mais ils ont quand même souvent des effets sur les problèmes sociétaux, car ils engagent des effets dans de nombreuses matières. Par exemple, l'éducation. La plupart des gens ont un accès à cette éducation, enfin tout le monde, à des événements assez locaux. Donc ça, c'est moi qui découvre comment fonctionne en fait une radio. C'est aussi des espaces qui renforcent la démocratie et qui supportent l'engagement citoyen.
par les notions d'activisme, de pensée critique, et ça déverrouille les possibilités de mouvements citoyens, comme ces gens qui font semblant de se souder ou pas à Singapour. Ça supporte aussi de nouveaux modes de production, un accès à du prototypage rapide et de la fabrication personnalisée. Ils s'engagent aussi dans la culture des communs et produisent des solutions ouvertes, que ce soit du matériel, du logiciel, produit par les pairs et en mettant les plans et les guides en ligne. Donc un exemple assez connu, c'est le Global Village Construction Set, qui développe des outils pour créer et développer des civilisations. C'est disponible en ligne. Donc par exemple, il y a des choses du style comment construire une machine qui peut servir à presser des briques. Les membres des Makerspace créent aussi des artefacts innovants en utilisant la pensée critique et des méthodes de design différentes. Ils supportent la création de travaux avec une valeur sociale. Donc, c'est un exemple de Careables qui s'appelle Fait pour ma chaise roulante. Donc, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu énormément d'innovation pour les utilisateurs des chaises roulantes. Et du coup, via la collaboration de ces gens avec les utilisateurs et via l'emploi de technologies appropriées comme cette palette qu'on peut voir, permettent d'améliorer la vie des gens qui utilisent des chaises roulantes. En se concentrant sur le fait de populariser la soutenabilité, en faisant par exemple des Repair Café ou des EcoFab Lab, ou en poussant pour les circuits courts versus des circuits plus longs de distribution, c'est aussi un effet sur la soutenabilité du monde. Donc beaucoup de gens voient les makers comme un outil pour le changement social et la liberté, qui peut apporter, démocratiser la technologie, mais néanmoins les solutions ne sont pas souvent soutenables, n'ont pas souvent beaucoup d'impact, et explorons les raisons pour lesquelles c'est souvent le cas. Donc c'est très à la mode le making. Ça a été appelé la nouvelle révolution industrielle. On peut donc débattre de si c'est vrai ou pas. C'est très sympathique que de plus en plus de citoyens se sentent engagés, que par exemple Obama soutienne le mouvement Maker en organisant une Makerspace à la Maison Blanche. Ça montre que c'est pris au sérieux. Mais néanmoins, quand par exemple MakerBot a fermé ses sources et quand la DARPA et les militaires américaines ont commencé à coopter les Maker Faire, beaucoup de gens ont perdu leurs illusions. Malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est l'extension du consumérisme do-it-yourself. Donc, on laisse croire à ces consommateurs qu'ils prennent les choses en main, mais sans qu'ils s'engagent de manière critique sur les effets de leurs hobbies. Est-ce que c'est nécessairement la meilleure chose à faire que d'utiliser une impression 3D pour imprimer des centaines de figurines de Yoda ? On peut voir beaucoup de ces critiques dans une parodie du Make Magazine, donc sous-titré Technologie sur du temps libre pour personnes riches. Donc, avec plein d'articles rigolos, comme par exemple comment utiliser un MakerBot pour faire un morceau de plastique qui vaut 3 centimes. Donc, cette définition de la culture maker. Donc, makers, c'est les hackers, moi, la controverte. Donc cette vision du mouvement maker, on n'y trouve pas la dimension hacking, on n'y voit pas la dimension de contre-culture aujourd'hui. Et ce caractère mainstream a aussi apporté l'éthos de la Silicon Valley. Make Magazine a été une publication merveilleuse, mais ne se concentre que sur une partie orientée par le marché et apolitique du do-it-yourself. Dans les kits prédéfinis, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la créativité, les process spéculatifs ou la réflexion. Il faut aussi pas oublier d'où viennent les fonds des makerspace, parce que ça va avoir un effet sur les pratiques qui ont lieu. Du coup, on a beaucoup de makerspace
qui sont forcés de prendre des directions parfois au détriment des choix de leurs membres. Ce que les gens commencent à voir, c'est qu'il faut une alternative aux manières d'innovation propres à la Silicon Valley. Donc les makers sont actuellement limités dans leurs impacts sociétaux. Si vous voulez innover dans la société, il faut repenser à comment vous innovez. Il faut potentiellement partir d'un autre endroit. Parce que reproduire des pratiques industrielles, ça suffit pas, c'est clair. Donc, le making critique, comme terme, a été développé au départ il y a à peu près 10 ans par Matt Ratto. Il était inspiré par un papier sur les leçons apprises en essayant de réformer l'intelligence artificielle de 1997. Donc, il voulait à l'origine développer des pratiques d'enseignement innovantes. Donc la pensée critique, c'est l'illusion de deux modes d'engagement du monde qui sont typiquement déconnectés. La pensée critique, souvent considérée comme abstracte et explicite, basée sur la linguistique interne et cognitivement individualiste. Et le faire, typiquement construit comme étant matériel, tacite, ayant un corps, externe et orienté vers la communauté. Donc, les racines du making critique, c'est la pratique technique critique, aussi le design critique et l'ingénierie critique. Bien qu'aujourd'hui, ça semble un terme fourre-tout pour un mix de toutes ces activités, ces trois autres restent aussi bien en vie et développés. Bon, comme je viens de dire, cette théorie a été développée en 97. C'est une technologie, c'est une théorie d'approche sur le design technologique qui veut monter le niveau de conscience sur l'innovation technologique et en démontrant quelles sont les idéologies et les valeurs derrière cette innovation. Donc le design critique est là depuis les années 2000. Utilise des propositions de design spéculatif afin de réduire les préconceptions et les rôles des produits dans la vie de tous les jours. Donc, vous pouvez voir un travail qui s'appelle Design pour une planète surpeuplée. Donc, la problématique, c'est qu'il n'y a plus assez de nourriture dans le monde en 2050 à cause d'une surpopulation. Si les gouvernements et les industries ne sont pas capables de gérer la situation, ce qui est le cas dans cette vision spéculative, est-ce qu'un groupe de gens peut prendre son destin en main et commencer à utiliser son savoir pour fabriquer des appareils, pour aspirer des nutriments dans la nature? Donc les cueilleurs, c'est sur le contraste entre les réponses de haut en bas et de bas en haut à des gros problèmes, et aussi sur le rôle que peuvent jouer la technologie au niveau des mouvements citoyens, au niveau des bases. Donc c'est spéculatif. Un peu plus tard, la question a été posée. Après ces imaginations de possibles futurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans l'ingénierie critique, on voit deux directions. Il y en a une, c'est la pensée pédagogique, de mettre la pensée critique dans l'enseignement de l'ingénierie et poser des questions sur l'ingénierie en tant que telle. Donc, la production de la technologie et notre relation à la technologie. Qui fait de l'ingénierie? Pour qui? Qui en tire parti? Qui en perd? Donc, ce que vous pouvez voir, c'est le manifeste de l'ingénierie critique par le groupe de travail d'ingénierie critique. Des points parmi les plus importants dans ce manifeste, c'est donc augmenter le niveau de littérature technopolitique. Donc, comment chaque pièce d'ingénierie va créer son propre utilisateur en fonction de la dépendance de l'utilisateur sur l'objet créé. Et l'ingénieur critique note que l'écriture de code régule le comportement entre les gens et les machines avec lesquelles ils interagissent. En comprenant ça, l'ingénieur critique cherche à reconstruire les contraintes utilisateurs et les actions sociales par le moyen d'excavation numérique.
Ce qui nous amène à un de mes exemples préférés d'ingénierie critique. C'est Harvest par Julien Oliver. Donc c'est un travail d'ingénierie critique et d'art climatique computationnel qui utilise l'énergie du vent pour miner des crypto-monnaies, les profits des ventes desquelles sont utilisés pour fonder les recherches sur le changement climatique. Donc qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'enseignement ? L'enseignement de pratiques techniques critiques est essentiellement trouvé aux États-Unis, à Berkeley, à New York, au Canada, à Toronto, à Mellicar. En général, on va aider les étudiants avec des technologies et des théories critiques pour penser plus critique et plus créatif. Et erratically sur des technologies, les relations des humains avec les technologies futures possibles et l'exploration des problèmes inhérents au système technologique. C'est assez intéressant, j'ai aussi trouvé des exemples d'ingénierie critique dans des pays post-soviétiques comme le Kazakhstan, où c'est le ministère de l'Éducation qui a l'air de cultiver ça, donc on pourrait peut-être en apprendre quelque chose. Donc il y a de plus en plus de recherches. Il y a un consortium néerlandais, un projet de 4 ans. Donc faire des ponts entre l'art, le design et la technologie par le making critique, dans lequel ils explorent comment les pratiques créatives du XXe siècle, comme l'art, le design et le mouvement maker, peuvent dépasser la logique industrielle de fabrication techno-optimiste et les produits de ladite industrie. Un autre groupe de recherche à Berlin prend une autre direction et se concentre sur les opportunités de production de la culture maker, par exemple via le développement do it yourself. Donc ils font des recherches sur les labos ouverts et les makerspaces qui ont un impact sociétal, pas seulement dans les pays développés, comme l'USA ou la Corée du Sud, mais aussi dans des économies émergentes, au Brésil, en Chine, ainsi que dans des pays en développement. Une autre direction qu'on voit dans le making critique, c'est regarder de manière plus large sur le monde. Il y a des questions, par exemple, comment l'accès à la technologie peut créer une citoyenneté plus active, ou regarder l'art et le design et comment c'est utilisé dans l'activisme, ou les mouvements qui partent de la base et leurs pratiques critiques. Donc vous êtes peut-être familier avec ceci, c'est juste devant la porte. Donc dans leur livre Do It Yourself Citizenship, c'est être interventionniste au niveau situationnel et comment s'engager avec la société politiquement et technologiquement. Les individus et les groupes qui s'organisent eux-mêmes et qui peuvent utiliser les réseaux sociaux pour monter en échelle et dépasser les frontières étatiques. Ça devient un thème de plus en plus prégnant au fur et à mesure que les désillusions sur la capacité des politiques à agir dans l'intérêt des citoyens augmentent. Donc un exemple, c'est la communauté des personnes qui tricotent, qui ont formé un moyen d'expression. Donc des fois on les dénigre en disant que c'est juste des groupes de hobbyistes, mais ces réseaux en ligne fournissent des opportunités pour l'émergence de nouveaux moyens d'engagement et permettent de passer outre le déclin et l'apathie. Donc dans cet exemple de l'université Carnegie Mellon, c'est le Free Universal Construction Kit. Donc ça vous permet de mettre ensemble des jeux qui existent et de faire quelque chose de nouveau. Donc de faire communiquer différents systèmes propriétaires. C'est un set de 66 adaptateurs qui permet une interopérabilité totale entre des kits de construction pour enfants qui permettent à chaque pièce de rentrer en contact avec une autre. Donc ils ont créé des nouvelles formes d'interaction entre des systèmes par ailleurs fermés et ce faisant permettent des interactions radicalement nouvelles entre des systèmes sinon incompatibles. Donc c'est le remède qu'apporte l'interopérabilité au protocole propriétaire afin de pouvoir s'assurer que les services publics sont assurés et les sortir de l'intérêt des entreprises.
Donc cette rétro-ingénierie comme activité civique, c'est un exemple. Il compare ça au lecteur vidéo VLC, sa capacité à lire des formats vidéo très différents sur de nombreuses plateformes. Donc un objectif de Garnet Hertz, c'était étendre l'impact du terme critical making auprès des makers pour augmenter leur impact sur la technologie critique. Donc, il a fait des petits livrets qu'il a distribués autour du monde. Donc, le premier, Critical Making, contient 10 livrets de poche. Et la conception du projet est en lui-même un projet de Critical Making. Donc, au départ, on a eu un PDF par jour qui a été mis à disposition sur Twitter, sur leur compte. Donc il y a par exemple les manifestes, les projets, des thèmes, des conversations. Et ça inclut aussi des entrevues avec différents développeurs de technologies interactives par exemple, qui encouragent la réflexion critique sur la place de la technologie dans la critique, ou celle de Natalie Jenkins, qui mélange l'art, l'ingénierie et l'environnementalisme afin de créer des expériences dans la vie réelle qui permettent le changement social. Ensuite, on a eu Disobedient Electronics Protest. Donc, dans ce livret, sont pointés du doigt d'autres éléments de pensée. Donc, tout ça, c'est disponible en ligne, bien sûr. En août dernier, dans le studio Weissheben à Berlin, moi et d'autres gens ont passé 3 jours assez chauds pendant la canicule, 35 degrés, avec Brett Ballow, à construire l'appareil qu'on appelle Wilderness Wireless. Donc c'est un appareil alimenté par le soleil, et c'est un point d'accès Wi-Fi et un serveur web tout simple, inspiré par le mouvement de la radio libre. Et durant ces 3 jours, on a eu beaucoup d'opportunités de discuter et de partager des pensées sur des questions socio-techniques, des questions de pouvoir, de créativité, de soutenabilité. Et à qui appartiennent les fréquences radio et qui a le droit de les employer. Bien sûr, on a dû aussi parler, réfléchir à la problématique de d'où viennent les pièces détachées, d'où vient le métal qui entre dans la composition de ces pièces détachées, etc. Donc si tout va bien, mon point d'accès critique devrait être en ligne et j'aimerais bien vous demander de sortir vos téléphones et de chercher dans votre liste de réseaux disponibles si vous voyez ça. Les personnes dans les premiers rangs devraient avoir davantage de chances de les voir, mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est un appareil tout simple que vous pouvez utiliser pour dire aux gens, pour expliquer aux gens qu'il y a des problèmes importants pour vous dont ils n'entendraient pas parler autrement. Est-ce que ça fonctionne? Ok, je vous encourage beaucoup à aller faire une recherche sur le hashtag sur Twitter. Donc maintenant, j'aimerais faire un zoom sur le making critique qui est fait par des mouvements, par les bases, par les mouvements citoyens. Parce que les exemples suivants que Saad va vous présenter viennent de cette sphère-là. Ce que vous devez savoir d'un point de vue académique universitaire, le problème c'est que c'est difficile de faire des recherches là-dessus parce que ce sont des activités essentiellement décentralisées. Il n'y a pas genre un mot-clé et c'est tout. Et c'est pour ça que c'est très difficile de les localiser. Il n'y a pas de taxonomie encore à ce stade. Une fois qu'ils sont institutionnalisés, ils sont influencés par les sources d'argent. Et souvent, les rôles d'activisme politique qu'ils jouaient se mettent à diminuer. L'impact social est assez haut dans ces mouvements de base qui utilisent la créativité critique. Donc, non seulement ils changent le statu quo, mais en plus ils ont une capacité de minimiser les effets négatifs sur la société et l'environnement que la technologie peut avoir.
C'est par l'ingéniosité, la créativité humaine qu'on hack la société. Et c'est ce qu'on va voir dans l'étude de cas suivante. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Well done. Très bien. So my name is Saad. Donc je m'appelle Saad. Et je suis un parfait exemple des destinations des critiques de Regina. Donc je suis le mec de l'IT typique d'Inde et un technologique. Je travaille à Singapour, mais je suis aussi un maker. Donc mon travail le jour, c'est la publication numérique. Mais on aime aussi travailler avec des organisations non commerciales. Et c'est un peu mon approche sur ce qu'est la technologie et de ce qu'elle devrait être. C'est qu'elle devrait être utilisée pour faire le bien. Donc l'aspect qui m'excite le plus, c'est le chevauchement entre l'environnement physique et l'environnement numérique. C'est quelque chose que beaucoup de gens explorent, et en particulier l'Internet des objets. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi excités par ceci. Mais là, on va parler de comment on fait des choses et comment est-ce qu'on regarde la technologie d'une manière plus accessible, de manière terre à terre. On peut imaginer qu'on va faire une recette numérique, tout comme on combine des ingrédients pour faire quelque chose de délicieux et de comestible. Non sans rappeler le Raspberry Pi. Donc j'aime bien jouer avec les choses, des choses tangibles et physiques, bien que mon boulot soit technologique, faire des e-books, du web. Le côté tangible et tactile de la technologie, c'est maintenant quelque chose qui est beaucoup plus réel pour nous. Donc je suis un maker, comme j'ai dit. Et c'est probablement quelque chose avec lequel vous êtes familier. La technologie, parfois, va dans le mauvais sens. Et c'est ce qui est un peu rigolo. Quand les choses sont inattendues et quand des choses se passent auxquelles on ne s'attendait pas, quelque chose de nouveau en découle. Et je suis également un grand fan des saletés imprimées en 3D, mais c'est pas forcément tout le temps des déchets. Je suis un fan de Star Wars, mais j'ai toujours pas imprimé la tête de Yoda aujourd'hui. Mais j'aime bien les maker fairs et les foires qui permettent de retisser du lien entre les gens autour de ces artefacts tangibles. Donc on peut rencontrer les gens et c'est un peu mon expérience du congrès. On a cette chose interdisciplinaire qui se passe. Donc oui, il y a beaucoup de critiques sur les maker fairs, sur le côté commercial et c'est justifié. Mais on a aussi des espaces où ce genre de choses est possible, où on peut avoir des gens, des makers sur Instagram qui prétendent, qui pointent du doigt des choses et qui font semblant d'être très intéressés par ce qu'ils font. Donc moi j'aime bien faire des choses. Je suis un crackpot dans son acceptation d'inventaire. Donc ça c'est un produit de mon background en tant que geek. Comme beaucoup de programmeurs, quelqu'un qui convertit de la caféine en code, pas tout le temps néanmoins. Donc ce truc avec la caféine, ça m'a mené à faire un caféinateur. Donc c'est une machine à café que j'ai fait avec des cintres. Et bien sûr, il y a des choses assez étranges. Donc c'est une méduse. C'est une méduse timide faite avec un parapluie. Donc quand quelqu'un l'approche, elle prend peur. Et bien sûr, c'est aussi connecté à Internet, comme tout devrait l'être. Et je suis malheureusement également coupable d'avoir contribué au monde des selfies, qui est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec cette chose tangible, qui est une cabine à selfie. Donc, vous allez à l'intérieur et ça s'est déclenché par un bouton. Donc, vous vous asseyez, vous posez votre cul sur le bouton et ça prend une photo en utilisant ce qu'on pourrait appeler ce qui sera
néanmoins appelé le dispositif d'affichage de selfie le plus performant et le moins consommateur du monde, à savoir un miroir. Ensuite, ça upload les 10 selfies sur son propre compte Instagram. Et quand vous êtes à l'intérieur, c'est un peu comme ça, c'est un peu ridicule. Et c'est ouvert dans un contexte familier. Vous avez probablement déjà vu ça dans des catalogues. Vous pouvez acheter la plupart de ces pièces qui sont produites en maths. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'en ajoutant un tout petit peu de numérique à des choses qui sont produites à des échelles énormes, on est capable de construire quelque chose de totalement fun et nouveau. Ça permet aussi de bosser avec d'autres personnes. L'interactivité qu'on trouve autour des artefacts, des objets, des technologies, c'est ce qui rend ça intéressant, engageant et fun pour moi. J'aime bien voir comment les enfants et d'autres personnes qui sont intimidés par les selfies, la manière dont ils interactent avec cet objet, c'est pas la manière avec laquelle ils vont normalement aller vers un Raspberry Pi. Ils interagissent d'abord avec l'objet et après ils demandent « mais comment ça marche ?» Donc un autre exemple, c'est un dinosaure qui a été designé spécifiquement comme outil éducatif pour favoriser les enfants au service en nuage sur le cloud. Donc on a un petit T-Rex en origami qui est connecté à Internet en wireless, et donc c'est un IoT Rex que vous pouvez commander depuis votre téléphone, et des fois ça fonctionne. Last but not least, there is the cloud. Enfin, mais pas des moindres, voilà le nuage-nuage, le cloud, un exemple d'une chose intangible rendue tangible. Quand on pense au nuage, on pense à plein de choses. Spécialement dans ce contexte, sa nature numérique, ses couches d'abstraction. Et on essaye de faire se manifester tout ça sous forme physique. Donc c'est une lampe connectée au nuage. Et elle est ici au Congrès. Si vous utilisez le hashtag 35C3 sur Twitter, ça fait clignoter la lampe. Et si vous utilisez le hashtag LabMobile, c'est comme ça fait un arc-en-ciel. Et vous avez peut-être vu la voiturette LabMobile. Je vous encourage à aller voir ce camping-car. Donc, pour revenir à pourquoi je suis ici, et qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une histoire sur un bouton. Je fais partie d'un groupe d'innovateurs, le Global Innovation Gathering, le rassemblement global de l'innovation, dont la LabMobile fait partie. Donc voilà une photo de famille. Et j'aime vraiment tout le monde, parce que les esprits et les fréquences auxquelles on pense sont à peu près alignés. C'est tout sur la charité et l'innovation. Donc pour résumer, c'est ce que j'aime. J'aime l'idée comme quoi les hackerspaces et les makerspaces peuvent être en interconnexion. Et bien sûr, j'ai aussi besoin d'un job afin de pouvoir soutenir tout ça. Donc ces diagrammes de veines sont pas statiques, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est donc une histoire sur un bouton. Il y a un petit groupe de gens, et quand je dis petit, c'est genre 2 employés, à Singapour, dans une organisation sans profit, non commerciale, qui s'appelle Engineering Good. Et c'est un peu comme Ingénieurs sans frontières, mais c'est à Singapour. Et on a des ingénieurs, pas uniquement logiciels, mais ils se mettent ensemble pour faire plein de projets d'infrastructures différents. Et ils sont aussi concentrés sur cet overlap. Donc l'emploi de technologies appropriées et de personnalisation pour travailler avec des personnes handicapées. Et donc d'où l'histoire du bouton dont je voudrais vous parler. Les bonnes personnes à Engineering Good ont plusieurs projets, à la fois locaux, à la fois internationaux, mais là on va se concentrer sur les technologies pour assister des personnes avec des handicaps. Et j'étais terriblement intéressé par le workshop Hackatoy. Bon, c'est un truc un peu techie qui se retrouve dans l'espace tangible. Du coup, j'ai bien kiffé. Donc, le problème tel qu'il était défini, c'est que les technologies pour assister les gens sont chères. Donc, vous pouvez voir, les prix sont ridicules.
Le gros bouton rouge en bas à droite, 65 $ américains, c'est juste un bouton. Il n'y a rien de compliqué. Ça fait pas le petit-déj, c'est juste un bouton. Quand on appuie dessus, vous affichez, vous éteignez quelque chose, ça sert à ça. Donc les gens qui utilisent ces boutons et ces systèmes pour l'assister, c'est les gens qui donnent des soins, c'est les aidants. Donc voilà un exemple de communauté de gens avec qui va travailler Engineering Group. Ils vont typiquement dans des centres communautaires où des enfants et des personnes avec des handicaps viennent, passent la journée et sont au bon soin de ces individus aidants. Et donc, ce que fait Engineering Good, c'est aller former les formateurs. Donc, ils ont défini une situation où des enfants ont besoin de jouer avec des choses. Et on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un contrôle moteur fin sur nos mouvements. Je dis pas seulement parce que ça nous permet de conduire des voitures ou autre, la technologie, la dextérité des doigts, la dextérité digitale. Et il y a des personnes qui ont juste un contrôle moteur vague. Ils peuvent pas utiliser en détail leurs mains, juste en global. Et du coup, des choses telles que l'ouverture d'une porte ou allumer, éteindre une lumière, ça devient compliqué, ou allumer l'air conditionné parce qu'il fait très chaud à Singapour. Et tout ça, c'est pas amusant. Donc ce que l'équipe a fait, c'est trouver un moyen pour prendre un petit jouet et le brancher à un gros bouton rouge pour rendre le gros bouton intéressant et rigolo. Donc le même bouton qui vous sert à ouvrir ou fermer une porte, il va vous servir à activer un jouet. Et ces jouets sont réconfortants, pas chers, c'est facile de les acheter en gros et c'est facile de les modifier. Donc il n'y a pas besoin de construire quelque chose à partir de zéro. Donc l'autre problème, c'est que le prix de ce bouton reste extrêmement cher. Et pour les personnes qui aident des personnes handicapées, le coût est souvent un facteur limitant. Donc les équipes d'ingénierie ont adopté une méthode de design thinking et ont mis tout leur cerveau ensemble. Donc c'est tous des volontaires, ils ont tous des boulots, ils sont tous employés. Et voilà, les endroits où il y a des bureaux qui coûtent cher, etc. Mais ils se sont rendus compte que tous ces boutons avaient une interface relativement standardisée. Donc vous êtes probablement familier avec ce connecteur. C'est un jack à casque, un peu différent parce qu'il est en mono, pas en stéréo. Il y a juste deux contacts. Une bande et deux parties en métal. Et chaque bouton est connecté avec un de ces câbles. Donc on peut interconnecter des boutons différents à un jouet. On a aussi réalisé que ceci, ça fonctionne exactement comme un bouton. Donc c'est une ampoule à LED fabriquée en masse qu'on peut accrocher au mur. Il y a juste à les toucher, donc c'est vraiment pas cher et on en trouve de partout. Donc ce qu'on a fait, on les a démontés. On a trouvé un moyen de connecter cette ampoule tactile au système utilisé par les appareils d'assistanat en utilisant ce connecteur jack très commun. Donc juste avoir la possibilité de démonter les choses et de les repenser sans avoir à tout réimprimer en 3D, tout réinventer. On prend juste quelque chose qui a déjà été fabriqué, qui est partout, et on le modifie. C'est beaucoup plus simple. Et dans les faits, c'est la solution. Donc en haut, là, vous avez un petit morceau de cuivre qui va dans le jouet. Et ça sert d'interrupteur. En gros, ça bloque la connexion des batteries qui permet de faire fonctionner le jouet. Donc en bas, vous avez la deuxième moitié, qui est cette petite lumière qui a été transformée en bouton avec le connecteur au bout. Et donc au final, ça vous donne quelque chose de pas cher, de réconfortant, de très facile à bricoler, enfin à modifier, et très facile comme outil d'apprentissage, d'enseignement. Donc c'est ce qu'on fait à Engineering Good. On enseigne, on apprend aux personnes aidantes à modifier toutes ces choses et c'est super amusant parce qu'en fait, on joue pas seulement avec l'idée de repenser quelque chose, mais aussi avec la chose que vous avez faite. C'est un jouet donc que vous pouvez ensuite allumer, éteindre et vous pouvez vous amuser avec.
Et c'est ça le moment qui rend tout ça, valable. Tout le monde essaye d'avoir ça. On a ce petit bouton tactile, on touche les contacts et ça active le jouet. Et vous n'êtes pas limité à juste des boutons. Vous pouvez utiliser quelque chose comme un truc qui sert à suspendre les habits pour qu'ils sèchent. Vous pouvez aussi mettre un interrupteur là-dedans. Différents types d'interrupteurs. Donc la petite sonnette qui est très très souvent utilisée dans les maisons à Singapour. Les trucs pour accrocher les vêtements, les petites pinces alligator, crocodile et la lampe tactile. Donc c'est toujours la même idée, c'est toujours des connecteurs, les mêmes connecteurs, c'est interchangeable. En fonction des capacités de la personne et de ce que vous avez, vous pouvez faire tout ça. Et donc l'idée, c'est que vous apprenez par accident comment travailler avec ça. Et quand vous êtes en aidant, que vous faites de la physiothérapie, des choses comme ça, vous n'avez pas le temps d'aller faire un training, vous apprenez à souder pour la première fois. Mais quand vous mettez ça dans son contexte, et donc le contexte est modifié à hacker des choses, du coup ça devient intéressant et accidentellement vous apprenez à vous servir de ces outils. Et c'est super marrant, ce qui est la partie super cool. Du coup vous avez ces petits jouets qui ont été produits en masse, et voilà, quand vous les allumez, ils restent allumés. Mais à l'instant où vous rajoutez un petit bouton, ils deviennent interactifs. Et soudain, vous avez l'impression que vous contrôlez les choses. Et souvent, les personnes avec des handicaps ont des problèmes avec le fait de ne pas avoir le contrôle sur leur vie. Donc le mécanisme de feedback, le fait de se rendre compte qu'on est capable de contrôler quelque chose, c'est super amusant. Donc ça, c'est nous. C'est typiquement ce à quoi ressemble notre groupe et tous les jouets qu'on a fait. Donc on cherche en permanence de l'aide et du soutien. Et je pense que le potentiel dans cette salle est phénoménal. Pas seulement dans la capacité des cerveaux, mais dans tout ce qu'on pourrait potentiellement faire. Donc actuellement, on est 2 personnes, c'est non commercial. On est 2 personnes, on est à Singapour. On est un organisme caritatif. Vous pouvez nous contacter à ces adresses. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Thank you so much. Merci beaucoup. Donc, on a le temps pour quelques questions. Veuillez vous placer derrière les microphones. Don't be shy. Allez, ne soyez pas timide. Très bien. Microphone 2. Bonjour, j'ai beaucoup aimé la présentation et j'ai en fait une question pour le public. Qui voudrait considérer aller travailler en Asie? S'il vous plaît, levez la main si ça vous intéresserait d'aller bosser en Asie. Très bien. Donc si quelqu'un est intéressé par la Chine, vous pouvez me retrouver plus tard, merci. Mais en fait, je me posais la question, je pense que c'est super cool de rendre les gens, en particulier les personnes avec des handicaps, considérant comment c'est probablement difficile. Je veux dire, donc vous avez travaillé avec ça, c'était quoi votre plus grosse surprise? Vous avez dû tomber sur des choses qui vous ont fait penser « Oh, mais je n'avais pas vu la chose comme ça avant ?» Question excellente. Donc ce qui m'a amené à tout ça, c'était un travail de bénévolat. Un moyen de sortir de mon boulot de 5 à 7 démotivant et aussi essayer d'être avec d'autres ingénieurs qui n'étaient pas forcément des ingénieurs en génie logiciel. Donc c'est par accident que je suis tombé sur cette idée de hacker les jouets, puis je me suis retrouvé à dessiner des parallèles entre le hacking physique et le hacking qu'on fait dans la technologie, le code. Le code se prête beaucoup mieux, beaucoup plus facilement à la modification, au changement. Donc, vous obtenez le code de quelqu'un d'autre gratuitement, vous le modifiez et vous pouvez essayer de faire de l'argent avec. C'est un peu ce que pas mal de gens font. Mais quand vous faites ça avec quelque chose qui est tangible et figible, ça devient ce hashtag RAL. C'est immédiat et c'est intensément gratifiant. Et je ne m'attendais pas du tout. Et cet acte de faire ce que je fais dans cet espace numérique, d'aller le faire dans des espaces physiques, c'était super cool. Donc, dans l'essentiel, qu'est-ce qui est le minimum requis pour arriver
à remettre du pouvoir dans ce groupe. Donc une question micro 1. Merci. J'ai une question pour vous deux. Sadi, t'as dit que tu travaillais avec les e-books et Towards the critical making. j'ai aussi une question sur le making critique. Comment est-ce qu'on peut efficacement apprendre aux gens la narrative de la pensée critique, en particulier aux enfants? Parce que je trouve que beaucoup de choses qui sont proposées aux enfants, la plupart des livres de making, c'est vraiment jouer avec la technologie sans la critiquer, sans penser à comment elle est designée, sans penser aux personnes avec des handicaps, sans penser à comment ils sont exclus. Donc comment est-ce qu'on pourrait raconter des histoires? Comment est-ce qu'on pourrait apprendre à nos jeunes à penser à la technologie comme quelque chose qu'ils peuvent modifier, quelque chose qu'ils peuvent démonter, qu'ils peuvent repenser? Donc, j'ai quelques idées. Est-ce que je dois répéter la question? Non, c'est bon. Parfait. Donc, c'est exactement quelque chose dont on est au début. Le making critique, je pense que les gens qui s'engagent dans ce champ, c'est les personnes qui sont d'ores et déjà dans la technologie, qui essaient de faire une différence, ou qui sont des ingénieurs, ou dans des makerspaces, dans des grosses universités avec pas mal d'argent. Et j'aime beaucoup votre question sur comment essentiellement commencer plus tôt. Et on a peut-être besoin d'un livre de jeu, de pensée critique technique pour les enfants. C'est vraiment quelque chose qui doit être interventionniste. Donc des cours, même, pourquoi pas dans des makerspaces, ils font déjà tellement de cours pour les enfants, pourquoi pas rajouter les outils de la pensée critique dans tout ça? Le problème, c'est que beaucoup de makerspaces ne font pas de pensée critique de manière générale et se concentrer sur l'éducation des enfants, c'est encore une étape en plus. Et je pense que nous ici, en tant que parents, on a vraiment l'opportunité parfaite de commencer à faire ça à la maison, même si c'est juste commencer avec des petites questions critiques sur comment on utilise la technologie. Comment ça se fait que je ne sais pas ce qu'il y a dans mon téléphone? Comment ça se fait que je ne peux pas le démonter? Pourquoi je ne sais pas d'où viennent les pièces détachées? Comment est-ce que ça m'influence? Pourquoi? Enfin, vous savez, j'enseigne à l'Université technique de Berlin la question de comment est-ce qu'on fait pour que les enfants soient moins sur leur téléphone? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui se mettent à penser à ça et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes opportunités, mais il faut que les gens commencent à faire les choses. Je suis d'accord. Je pense, pour adresser la question, oui, il y a vraiment besoin de davantage d'histoires comme ça pour les enfants. Et l'exemple qu'on a partagé, c'est des instantanés de choses comme ça. Et voilà, les gens vont trouver des choses qui leur parlent et il faut que ces histoires sortent. Et même en Asie du Sud-Est, c'est un challenge. Il n'y a pas de bon contenu actuellement qui représente la mentalité du Sud-Est asiatique, spécialement en ce qui concerne les enfants. Donc, sur les personnes qui ont des handicaps, c'est encore vraiment très peu d'histoires qui sont racontées. Donc, il y a besoin de ça. Et c'est une recherche constante. Donc, on est en permanence à la recherche de bons contenus. Mais en ce qui concerne les enfants en particulier, il y a quelque chose de rétro très intéressant. Donc oui, il y a des digital natives, il y a la technologie. Oui, la manière d'être un parent est souvent réduite à la manière de leur donner un écran pour qu'ils soient tranquilles un moment. Mais le contenu qu'il y a sur cet écran, ça doit faire partie de la manière dont vous élevez vos enfants. Vous devez choisir ce qu'ils regardent, pas seulement le fait qu'ils regardent un écran. Et on entre vraiment dans quelque chose de très intéressant, c'est le format bande dessinée. Et ça a l'air de très très bien marcher, pas seulement dans l'espace numérique, mais aussi dans le print. Donc les enfants aiment bien des bandes dessinées imprimées, un peu comme un format instagramisé de la bande dessinée. Donc il y a des choses qui se font, on est en train de regarder à ça. Micro 3, merci. Je pense que ma question est assez similaire. Je me demande tout le temps, est-ce qu'on voit les vrais problèmes? Parce que je pense
que là, on se concentre sur des groupes très limités de personnes intéressées par la technique. Et en performance, je me vois ne pas comprendre les problèmes ou les problèmes perçus de l'homme commun qui travaille. Donc ma question c'est comment est-ce qu'on peut sortir de notre bulle très éduquée et vraiment se mettre à créer des choses qui sont importantes pour beaucoup de gens. Donc c'est une question très très intéressante. J'ai passé la moitié de mon Noël à débattre de cette chose en particulier avec ma famille à la maison. Et vraiment, je sais pas. Je sais pas parce que on vit tous dans notre bulle et c'est une bulle tellement différente et c'est aussi de là que tous les changements qu'on initie vont découler et affecter les vies d'autres gens. Donc, comment s'engager à un haut niveau avec ceux qui sont influencés par les technologies qu'on crée? Je sais pas. Est-ce que tu sais? J'ai pas de réponse directe, mais je peux partager ce qui marche pour moi. Donc, je me suis rendu compte que sortir de ma zone de confort avait vraiment des bénéfices non soupçonnés. Donc c'est un peu la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est inattendu? Donc juste l'approche participative au design, c'est une très très bonne idée. L'idée de faire en sorte que le design soit participatif, que ce soit pas de haut en bas, suivez le modèle, etc. Et tout ça. Si c'est du design participatif, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Et les connaissances requises de ma part, c'était reconnaître que j'étais dans une bulle et faire quelque chose par rapport à ça. Et je pense que c'est un bon premier pas. Merci. Microphone 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était une très belle présentation. Ma question va dans une direction similaire, probablement davantage destinée aux personnes au Congrès. Est-ce que vous auriez des suggestions si je suis un hacker, un maker allemand qui veut s'engager davantage dans le making critique, parce que c'est gratifiant personnellement et socialement important, où je vais, mis à part, parler avec vous. Donc, tu es une hackeuse allemande. Pour ma part, je suis allé au Weisse-Sieben Studios au cours intensif de l'été à Berlin. Et j'ai bien peur qu'il y ait très peu de choses de ce genre actuellement, toujours en Allemagne. Et c'est une de mes questions de recherche. J'aimerais écrire une étude de cas sur le making critique en Allemagne. Et je trouve ça extrêmement dur à faire. Du coup, je me demande s'il y a un certain niveau ou une absence de démocratie, par exemple, qui est nécessaire pour qu'il y ait du making critique qui se mette à apparaître, pour pousser les gens à prendre les choses en main et pousser l'innovation dans leur propre sens, donc en partant des bases. Donc, le studio Weisse-Sieben, c'est l'ingénierie critique, c'est très proche du making critique et c'est définitivement un bon premier pas pour commencer. Donc, pour ajouter un truc, à Singapour, parce que bon, la question c'est sur l'Allemagne, mais à Singapour, il y a quelques options. C'est pas seulement en Allemagne qu'il n'y a pas des masses d'options pour explorer ce genre de choses. Il y a encore besoin davantage d'attention. Et l'overlap entre la relation, c'est important. Et selon moi, c'est les artistes qui posent ce genre de questions. Donc j'imagine que ma réponse, ça va être engagez-vous avec des artistes. Mais je viens de réaliser que des engagements comme ceux-ci sont pluriels, sont inclusifs, sont participatifs par nature. Ce que j'ai vécu ces derniers jours est une expérience incroyable. La manière dont ce congrès vient ensemble et regardez les angels. Être un angel, par exemple, c'est la chose parfaite. Vous faites du bénévolat, vous sortez de votre zone de confort et vous vous exposez à des idées que sinon vous ne vous y attendrez pas. Donc, vous ne savez pas dans quoi vous allez vous retrouver. Il y a beaucoup de résolutions de problèmes et je pense que c'est un bon moyen de commencer aussi. C'est un bon moyen de commencer. Aussi peut-être, vous savez, quand c'est pas le congrès, les hackerspace, c'est censé être davantage engagé que les makerspace au niveau politique.
Et peut-être, j'ai eu une très bonne discussion avec des hackerspace récemment, et ils ont dit hey, si tu veux venir et faire ça, ça nous va. On ne sait pas vraiment de quoi tu parles, ce que tu veux de nous, mais tu peux venir le faire. Donc peut-être que j'irai et peut-être que je vous inviterai. Cool, merci. Microphone numéro 2. J'ai beaucoup aimé dans la présentation la tension entre les deux parties. Donc il faut être critique et il faut aussi faire les choses. Donc je comprends le fait d'être critique, mais j'ai peur de la place laissée à l'échec. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut être critique sur le making critique? Est-ce qu'il y a des papiers scientifiques? Est-ce qu'on peut voir la validation de ces pratiques et leurs effets? Bon donc, le making critique. Donc je pense que dans l'échec, donc dans la pratique critique technique, quelque chose d'assez sympa, c'est que ça pousse pas nécessairement vers la génération d'un artefact qui fonctionne. C'est pas forcément créer quelque chose de tout neuf, acheté par des millions de personnes. C'est pas forcément orienté marché. Donc vous êtes libre de jouer, d'échouer, de créer, même des monstres si c'est ce que vous voulez créer. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose. Je pense souvent c'est quelque chose d'inhérent au making. Donc bricoler et faire interagir avec les choses, c'est quelque chose d'autorisé. Donc la deuxième partie, est-ce qu'il y a des publications scientifiques sur l'impact sur les lignes directives du critical making? Est-ce que ça marche? Donc au niveau scientifique, c'est pour ça que j'aime bien faire des recherches sur les groupes qui viennent de la base, parce qu'ils font leurs propres règles. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant dans l'optique de savoir comment est-ce qu'on a envie de faire fonctionner notre monde. Donc je vous suis partout, sauf sur le trickle-down, le ruissellement. Donc à Berlin, vous avez des exemples donc les personnes handicapés qui font leur propre application, qui cherchent des fonds et ils ont du succès. Donc, c'est possible. Vous avez besoin que les personnes soient réellement impliquées. Et cette approche inclusive fonctionne bien. Bon, le financement, c'est un autre problème. Il nous faut des fonds pour tout ça. Il y a des modèles établis pour obtenir des financements. Merci. Merci beaucoup. C'est moi, Social Elden, est vraiment un groupe de gens fantastiques. Et oui, vous avez besoin de financement. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait essayer de réinventer pour le monde entier. Pour que les gens qui font le bien pour d'autres personnes n'aient pas besoin puissent finir leur mois et ne soient pas dans la quête d'argent pour survivre. Dernière question. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui était... Donc, je suis thérapeute occupationnel. Je travaille avec des personnes avec des handicaps, des adultes et des enfants. Et je suis curieux. Est-ce que vous travaillez avec des thérapeutes occupationnels? Donc oui, on entraîne les entraîneurs, on forme les formateurs. On ne travaille pas directement avec les utilisateurs de ces appareils, mais avec les thérapeutes ou les aidants. C'est du transfert de connaissances. Donc comment hacker les choses, comment souder les choses, comment repenser quelque chose. Donc ce qui se passe souvent dans ces ateliers, c'est que ces thérapeutes ou ces soignants, ils apprennent ces nouveaux skills et immédiatement ça leur donne des idées sur qu'est-ce qu'ils peuvent modifier ou est-ce qu'ils peuvent appliquer ces nouvelles capacités qu'ils ont développées. Donc il y a toutes ces nouvelles idées qui sortent parce qu'ils comprennent le contexte. Ils savent quels sont les besoins, ils savent qu'est-ce qui est disponible sur le marché et ce qui est cher et ce qui est limité sur le marché. Donc vraiment, ce sur quoi Engineering Goods se concentre, c'est les gens qui donnent le soin en
en premier lieu. Donc beaucoup d'applaudissements et bonjour à Ricardo qui n'a pas pu être là.